Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces, parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Cette saison de podcast est proposée en partenariat avec EcoCO2, la société de conseil qui accompagne les entreprises et collectivités dans leur transformation face aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'attaque à l'argument selon lequel l'écologie, ce n'est jamais le sujet prioritaire, et ça nous agace. Une manière de contrer cet argument, c'est de s'organiser à l'avance. Et pour cela, EcoCO2 nous propose un outil que j'adore, le calendrier des temps forts RSE de l'année. Avec ça, vous anticipez et préparez les événements importants pour vous et votre entreprise. La semaine du développement durable, la journée mondiale de l'eau, la semaine du goût, etc. Plus vous êtes organisé à l'avance, et plus ce sera difficile d'annuler vos plans. Alors téléchargez gratuitement ce calendrier sur le site internet ecoco2.fr dans la rubrique Nos publications et vous trouverez le lien direct dans la description de l'épisode. Merci à EcoCO2 pour ce cadeau, et maintenant on passe à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode La Riposte. La Riposte, c'est ce format d'épisode dans lequel on apprend à répondre aux objections anti-écolo qu'on entend au boulot ou dans la vie. Et aujourd'hui, on répond à une question que vous pouvez rencontrer quand vous proposez un projet ou une action dans votre entreprise. C'est pas un sujet prioritaire. Ou encore, c'est pas le bon moment. Parfois même, personne ne vous donne cette objection, mais vous vous la mettez à vous-même. Vous vous auto-sabotez en ne proposant pas une action car vous jugez que ce n'est pas le bon moment. Ou parce que vous craignez qu'elle soit refusée avec cette objection-là. Ça vous est déjà arrivé ? Moi-même, quand je propose des actions en termes de mobilité durable à des entreprises dans le cadre de mon métier, j'entends souvent que c'est pas un sujet prioritaire. Et je le comprends. Mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Et en fait, il y a tellement de choses à faire pour l'écologie au travail, de plein de manières différentes, avec des ambitions différentes, que ça me paraît impossible de dire qu'on ne peut absolument rien faire. Désolé, c'est pas prioritaire, sujet suivant. Alors, pour commencer, on va faire un petit tour des raisons pour lesquelles l'écologie au boulot ne serait pas un sujet prioritaire ou que ce n'est pas le bon moment pour le lancer. Donc là, j'ai listé 4 grandes catégories dans lesquelles on peut faire entrer pas mal de choses. Puis ensuite, on verra quelles solutions et quelles réponses, du coup, on peut apporter en face. Parfois, les solutions sont applicables pour toutes les catégories d'objections, parfois pas, donc c'est pour ça qu'on les voit dans un second temps. Et restez bien jusqu'au bout de l'épisode, car à la fin, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée où clairement, ce n'était pas du tout le bon moment pour lancer mon projet, sauf que, il était déjà parti et il a fallu s'adapter avec les astuces que je vous partage dans cet épisode. Alors c'est parti pour les objections, les types de situations face auxquelles vous pourriez faire face. Alors objection numéro 1, ce n'est pas prioritaire car on n'a pas de budget dédié. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des auditeurs d'ailleurs, qui disent nous on fait rien, on n'a pas de budget, on peut rien faire. Donc c'est pas parce que l'entreprise n'a pas de finances importantes ou parce qu'elle rencontre des difficultés financières ou une incertitude économique qu'on peut rien faire. Il y a des choses qu'on peut faire sans ou avec très peu de budget. Donc tout ça, on va le mettre dans de la catégorie budget. Objection numéro 2, c'est pas prioritaire car il y a de grands changements en cours dans l'entreprise, on va pas s'en rajouter un. Par exemple, on est en train de changer de direction, donc on ne fait rien en attendant. Ça, c'est du vécu récent dans ma vie professionnelle, je vous raconterai peut-être comment on y a répondu. Ou alors, on a un grand plan de restructuration, on va sortir un nouveau produit, un nouveau service, on fait face à un nouveau problème, etc. Bref, il y a d'autres urgences avant l'écologie et les petits projets écolos. Et donc ça, c'est la catégorie des changements en cours. Objection numéro 3, c'est pas prioritaire car socialement dans l'entreprise, c'est compliqué. Donc là, vous reconnaissez peut-être vos RH ou la direction derrière cette formule. Et bien sûr que quand c'est le cas, ils ont une charge mentale professionnelle importante, que ce soit une grève ou des conflits sociaux en général, ou beaucoup de départs d'un coup dans l'entreprise avec un gros turnover ou un programme d'embauche important. Tout ça, ça accapare le temps et le cerveau des décideurs, et donc faut dire que c'est la catégorie des problèmes sociaux. Et objection numéro 4, c'est pas prioritaire car on n'a pas le temps, ce qui souvent veut dire on n'a pas les ressources humaines en fait.
Donc il y a beaucoup de personnes qui ont la tête dans le guidon, la charge mentale de tout le monde est déjà au max, et donc on n'a personne qui pourrait dédier un peu de temps sur ce sujet. Et évidemment, recruter pour un projet écolo, c'est hors de question. Donc ça, c'est clairement un frein que vous pouvez déjà vous mettre à vous-même. Clairement, vous voudriez changer des choses dans votre entreprise, mais vous êtes déjà trop pris par le boulot en lui-même pour développer un quelconque projet. Et donc ça, c'est la catégorie part-time, la catégorie temps ou des ressources humaines. Donc voilà, on a 4 types d'objections principales qui font que c'est jamais le bon moment ou c'est jamais un sujet prioritaire, qui sont le budget, les changements déjà en cours, les problèmes sociaux et le temps ou les ressources disponibles. Ça vous parle, ce genre d'objections ? Alors évidemment, ce sont des objections légitimes. Je dis pas que ce sont des excuses pour ne rien faire. Si vous avez d'ailleurs déjà écouté le premier épisode de la riposte, où je vous explique en détail que la première étape pour répondre à ce type d'objection, c'est de reformuler et dire qu'on est d'accord avec le fond de l'argument. Comme ça, on part sur une base consensuelle. Oui, c'est vrai, on manque de temps, oui, c'est vrai, on manque de ressources, oui, c'est vrai, il y a des gros projets en cours. On remet pas tout ça en cause, mais par contre, on va proposer une alternative. Bon, je redéveloppe pas dans chaque épisode de la réplique cette méthodologie, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez approfondir. Alors, quels arguments et quelles solutions de compromis on peut donc apporter à ces différentes objections ? J'en ai 6 pour vous au total, et je commence par la première solution. Donc la première, c'est le travail en sous-marin ou le travail en parallèle. Donc je pense que vous connaissez cette expression. Parfois, on ne peut pas lancer officiellement un projet car on n'a pas le budget, il y a des problèmes sociaux, il y a des grands changements en cours. N'empêche que dans un projet, il y a toujours des phases de structuration, de recherche, de concertation, et que tout ça, ça prend du temps. Et il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire discrètement, c'est-à-dire en sous-marin, sans lancement en grande pompe. Alors sous-marin, ça ne veut pas dire forcément en cachette, hein, ça peut être tout à fait officiel, mais c'est juste l'étude d'un projet, quoi, c'est pas sa réalisation. Ça gêne en rien les sujets en cours, on se renseigne, on prépare le projet pour le jour où il sera opportun de les sortir. Donc, travailler en sous-marin, ça peut être de faire des recherches, aller chercher des retours d'expérience, des prestataires, une idée de budget nécessaire, concerter des collègues ou des services, préparer une communication, organiser. Bref, souvent il y a de quoi faire en amont. À mon travail, dans un contexte de changement de direction, tous les sujets sociaux, par exemple, sont travaillés en sous-marin pour avancer et être prêts le jour où ce sera enfin le bon moment. C'est-à-dire que le changement de direction sera fait et qu'on pourra avancer. Le bonus, c'est que votre projet sera prêt et un peu ficelé. Vous serez beaucoup plus convaincant le jour où il faudra le présenter. Par exemple, si vous voulez faire le tri des déchets organiques ou du compost dans l'entreprise. Si c'est pas un sujet prioritaire ou pas le bon moment, rien n'empêche de faire des recherches en sous-marin, de caler la meilleure solution pour votre structure, en cherchant des retours d'expérience, en vous renseignant sur les différents coûts des solutions qui existent, ou en échangeant avec les services généraux de votre structure, avec le service environnement, les solutions qui sont proposées par votre collectivité, etc. Donc voilà, tout le travail qui n'est pas officiellement le projet, mais qui est un peu sa préparation ou son étude, c'est des choses que vous pouvez faire même quand c'est pas un projet prioritaire. Une autre solution, c'est l'expérimentation ou le projet modulaire. C'est-à-dire qu'on réduit un peu l'ambition du projet, on va le diviser en phases, en disant qu'on démarre par une expérimentation. On teste sur un nombre réduit de personnes, ou sur un seul service, ou sur un seul bâtiment. Donc ça fonctionne très bien quand on n'est pas très sûr des résultats et que c'est pas le moment de mettre toutes les ressources humaines ou financières dans quelque chose d'incertain. Et ça fonctionne aussi quand il y a des changements importants dans l'entreprise. Parfois, voilà, des changements, ça n'empêche pas qu'il y ait un petit groupe de personnes qui testent quelque chose de nouveau à ce moment-là. Tout n'est pas toujours bloqué pour autant, et d'ailleurs, vaut mieux quand même l'éviter pour l'agilité de la structure, je pense. Donc toujours dans mon exemple de composteur ou de récupération des biodéchets, avant de le lancer dans toute l'entreprise, sur tous les sites français et internationaux, vous pouvez commencer par un seul bâtiment, un seul étage, une seule cantine. Vous testez pour voir ce que ça donne. C'est souvent peu engageant, en moyens humains et en budget. Ça reste un petit projet qui vient pas déranger tout le reste. Et quand on a fait nos preuves, c'est plus simple d'aller demander des ressources supplémentaires ou ça permet d'attendre utilement que les changements en cours ou les problèmes sociaux soient terminés pour déployer le projet par la suite, en ayant déjà une première expérience. On passe à un autre type de solution, numéro 3, c'est profiter du décalage de date. Donc comme son nom l'indique, on reporte le projet parce que c'est pas le moment, on décale la date de départ, de début. Mais reporter le projet, ça ne veut pas dire tout arrêter ou ne rien commencer.
Par exemple, il y a des projets d'investissement notamment qui doivent se faire à des moments plus opportuns que d'autres. Je vais prendre l'exemple du renouvellement d'une flotte de véhicules. Ben voilà, ça se fait pas à n'importe quel moment dans l'année, il faut attendre la période de validation des budgets ou du moment où on renouvelle les véhicules. Ou alors si vous voulez installer des panneaux solaires en toiture, vous allez peut-être attendre que ce soit l'année où il faut refaire le toit, ou alors l'année où il faut faire des travaux particuliers. Ou alors attendre parce que c'est intéressant, il y a des aides financières qui vont sortir, ou un projet de loi qui va être voté, des choses comme ça. Bref, des fois c'est vraiment pas le bon moment, mais ça n'empêche pas évidemment de se préparer en sous-marin ou en parallèle pour aussi travailler le sujet. Par exemple, ça peut être à travers de la sensibilisation des équipes. Si vous prévoyez de passer à des véhicules électriques, il va falloir former les équipes à leur utilisation et sensibiliser sur les avantages et à comment on fait de l'éco-conduite en véhicule électrique. Pour des panneaux solaires, la priorité c'est quand même de diminuer le plus possible les consommations d'énergie avant d'installer une installation photovoltaïque. Donc ça vous donne quelques mois ou quelques années pour travailler ce sujet-là et être ultra pertinent lors de votre pause de panneaux photovoltaïques parce que vous allez avoir la puissance qui est adaptée en ayant déjà réduit le plus possible vos consommations d'énergie. Bref, donc souvent décaler la date parce que c'est pas le bon moment, ça veut pas dire ne rien faire, mais ça permet d'arriver beaucoup mieux préparé et d'être plus efficace. La solution suivante, numéro 4, c'est tout simplement le mode dégradé. C'est pas un très beau terme, dégradé, mais je pense que vous connaissez l'expression. C'est quand on réduit l'ampleur initiale du projet pour réduire les coûts. Donc ça fonctionne pour les contraintes budgétaires et également pour les contraintes de ressources humaines. Par exemple, si vous avez le projet de remplacer tous vos éclairages classiques par des LED, mais que l'investissement est trop élevé, vous pouvez décider de ne le faire que là où les éclairages sont allumés le plus souvent ou le plus longtemps. Ou ça peut être aussi de proposer des solutions qui ne demandent pas de budget, notamment pour la sensibilisation des collaborateurs sur l'écologie. Vous pouvez faire des challenges, des stands d'information, des campagnes d'affichage ou des actions de ce type qui ne coûtent rien ou pratiquement rien. Et sur le sujet du budget, une solution aussi, évidemment, ça peut être d'aller chercher des financements externes. Pour mon exemple de LED, pendant longtemps, il y a eu des financements sur ce sujet, de même que pour les bornes de recharge en entreprise. Et si on anticipait, on pouvait avoir des financements. Et comme souvent, il y a des dates à respecter, au lieu que ce soit pas le beau moment, pouvoir profiter d'un financement externe fait que d'un coup, ça devient le beau moment pour lancer un projet. Et moi, j'ai très souvent utilisé cette technique-là du financement externe. Il faut répondre, il faut y aller. Et du coup, si on est retenu, on est un peu, on est un peu obligé d'y aller. Donc autant dire que si vous avez pu travailler en sous-marin avant, c'est tout bénef parce qu'il n'y a plus qu'à dérouler votre projet, le jour où vous avez enfin des financements. Alors, 5e solution envisageable, trouver de l'aide à l'extérieur. Si on n'a pas les ressources humaines en interne, qu'on manque de temps, mais qu'on a un peu de budget, on peut aller chercher de l'aide à l'extérieur de l'entreprise. En fonction du type de projet, s'il est plus ou moins long, plus ou moins complexe, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez évidemment faire appel à un cabinet externe ou un freelance à qui vous pouvez déléguer une mission ou une prestation ponctuelle. Sur un projet qui est à creuser, à lancer, il faut faire des recherches, mais où il n'y a pas trop besoin d'expertise ou de compétences, vous pouvez confier une mission à un stagiaire. J'ai vu beaucoup de projets de ce type où un stagiaire effectue un diagnostic ou prépare le lancement d'un projet ou d'un événement écolo. Et si vous avez besoin de compétences, de quelqu'un de plus autonome sur un temps long, il y a des solutions d'indépendants qui travaillent en temps partagé ou encore des mises à disposition de salariés. Alors ça se fait peut-être pas dans tous les secteurs, je ne sais pas, mais dans le mien en tout cas, ça m'est déjà arrivé 2 fois d'être mise à disposition d'un autre employeur que le mien. En gros, il y a une convention entre les 2 structures qui cadrent la relation. Et puis voilà, moi j'arrive, je travaille en étant intégrée dans leurs équipes, mais c'est toujours mon employeur principal qui me paye. Et pour des équipes qui manquent de ressources humaines pour un projet, ça permet d'avoir quelqu'un pour s'en occuper. Donc dans mon cas, c'est 1 jour par semaine. Précédemment, j'étais en charge du plan climat et énergie territoriale de cette façon-là dans une collectivité. Et aujourd'hui, de projets de covoiturage dans une autre collectivité. Ça permet de ne pas recruter une personne à temps complet. Vous voyez, moi, c'est à hauteur d'1 jour par semaine, mais c'est très flexible. Et il y a des personnes comme moi qui adorent travailler sur plein de projets différents en même temps, qui sont suffisamment autonomes. Donc ça se trouve. Et moi, personnellement, ça m'a aussi permis de croiser des informations ou des compétences, d'ailleurs. Je trouve que c'est d'une grande valeur, surtout s'il y a un lien entre les 2 structures. Voilà, et après,
cette solution de trouver de l'aide à l'extérieur, la 6e solution de cette liste, c'est de trouver un format qui n'est pas trop engageant pour les équipes. Ça s'applique pour des projets de mobilisation des salariés. Par exemple, si vous voulez former tous vos collègues sur la fresque du climat ou l'éco-conduite, je sais que c'est souvent compliqué parfois d'intégrer ça sur le temps de travail des équipes. J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries. Vous voulez que je coopère, c'est ça? Appelez mon service. Ou alors, souvent, vous organisez un événement en interne pour que les collaborateurs passent sur des stands dans la journée, mais là, c'est toujours pareil. S'ils n'ont pas un temps dédié pour venir, on se retrouve assez seul sur son stand. Et je peux vous dire que moi, j'en ai fait des stands sur les pauses midi ou les pauses café, et franchement, c'est très compliqué. Même en se creusant la tête pour proposer des formats amusants, pour faire venir les gens, le bilan est souvent mitigé en termes de participation et donc de mobilisation. Même pour vous, c'est la meilleure manière de se démotiver quand vous organisez un stand et que personne ne vient. Donc il faut imaginer des formats efficaces qui ne sont pas trop engageants pour les équipes, surtout quand on nous dit que c'est pas prioritaire. Alors c'est pas simple, mais j'ai quelques petites idées pour vous, des petits tips à vous partager. Donc, le premier, ce serait de s'intégrer dans un format qui existe déjà. Je donne souvent l'exemple du séminaire ou du team building par exemple. Parce que si on s'y prend assez tôt, il y a souvent un moyen de se faire une place pour une action écolo. Un atelier, un buffet végétarien, une projection, une conférence, supprimer ou remplacer les goodies, faire un pitch, un appel à volontaires. Bref, je ne sais pas quels peuvent être vos projets écolos, mais quand les entreprises prévoient des temps de convivialité où on peut faire autre chose que travailler, c'est l'occasion de s'incruster avec son projet. Et moi, je l'ai déjà fait avec une fresque du climat. On n'avait pas de programme défini pour notre journée annuelle de convivialité. J'ai proposé d'animer un atelier et ça a été accepté. Je l'ai aussi fait une fois à moitié sur la pause déjeuner et à moitié sur le temps de travail. Comme ça permettait de mobiliser les équipes moins longtemps. Elles donnaient un peu de leur temps perso, l'entreprise donnait un peu de temps de l'entreprise et on y arrivait comme ça. Il y a aussi tous les événements qui peuvent être organisés par votre CSE, parfois en dehors du temps de travail, auquel vous pouvez aussi peut-être raccrocher votre action. Alors un autre format pas trop engageant, c'est le format challenge ou événementiel sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, où on peut même mixer présentiel et distanciel. D'ailleurs, ça fait partie des conseils qu'on vous donnait avec Océane dans l'épisode sur le télétravail et comment engager et mener des projets écolo au boulot quand tout le monde n'est pas sur le même site ou pas en même temps. Et là, par exemple, ça peut être un challenge sur les éco-gestes où vous mixez une conférence sur site qui peut être partagée en vidéo, des emails avec des conseils faciles à appliquer, des quiz en ligne et une journée de défi à la fin. C'est fait quelques minutes par-ci par-là et c'est plus facile à trouver que 3 heures d'un coup ou une journée banalisée. Et il y a aussi des formats qui mobilisent très peu les collaborateurs. C'est tous ceux où il y a une seule action à effectuer et assez rapide. Par exemple, je pense aux collectes. Tout ce qui est, vous faites une collecte en vue de recyclage de matériel électronique qui ne sert plus, de livres, de lunettes, de jouets, une collecte alimentaire pour du don. Tout ça fonctionne bien parce que ça prend pas beaucoup de temps aux collaborateurs. En gros, il faut juste qu'ils pensent chez eux à ramener l'objet en question et puis le mettre dans une boîte et c'est tout. Les opérations de don du sang aussi, souvent par exemple l'établissement français du sang, il se déplace dans les entreprises directement ou sur des zones d'activité et on peut prendre rendez-vous, donc c'est pratique et c'est pas trop engageant au niveau de l'entreprise par rapport au temps de travail des équipes. Donc voilà, ça c'est des exemples de projets où même quand il n'y a pas trop le temps, que c'est pas trop prioritaire, on arrive quand même à les faire passer. Bon, il y aurait presque une 7e solution, si toutes celles que j'ai présentées ne fonctionnent pas, c'est le lobbying interne. En gros, vous présentez un projet, on vous dit que c'est pas la priorité, mais pour vous c'est hyper important, et vous pensez que pour l'entreprise c'est hyper important, eh bien il va falloir travailler vos arguments. Il va falloir vous trouver des alliés dans l'entreprise qui sont d'accord avec vous, peut-être en parler aux représentants du personnel, se renseigner pour voir si c'est une attente de vos parties prenantes, ou si vous risquez d'être les derniers de votre secteur à vous y mettre, par exemple. Voilà, c'est tous les arguments qui vous permettront de faire du lobbying interne. Et plus vous aurez convaincu de personnes autour de vous dans l'entreprise, plus il est probable que ça devienne finalement le bon moment pour votre projet. Alors je vous avais prévenu que je comptais finir cet épisode en vous racontant une histoire personnelle d'action menée au mauvais moment. Je pense que beaucoup de personnes ou de structures se sont d'ailleurs retrouvées dans ma situation, au moins en partie, parce qu'il s'agit d'un projet de covoiturage sur lequel je travaillais depuis 1 ou 2 ans et qui se lançait en 2020.
Et si vous vous souvenez bien, 2020, eh bien on était en plein dans les vagues du Covid. Sauf que moi, j'avais un marché qui avait été signé en 2019, et moi, Covid, à ce moment-là, je n'en avais jamais entendu parler. J'avais des financements externes avec des dates précises à respecter, donc on était obligé d'avancer sur le projet. Même si ce n'était pas du tout le bon moment. Alors je crois qu'on a inauguré le service en septembre 2020, donc après la première vague de Covid. Et d'ailleurs, je me rappelle que nos cadeaux pour les invités, c'était une grosse inauguration, c'était des masques sanitaires et des bouteilles en verre individuelles, parce qu'on n'était même pas autorisé à faire un buffet, et il faisait très chaud. Mais voilà, c'est comme quoi quand on est obligé, on s'adapte. Puis il y a eu une nouvelle vague de Covid, donc on a fermé le service de covoiturage, on a travaillé en sous-marin, donc on a analysé les statistiques de lancement, on a refait des éléments de communication qui étaient plus pertinents, on a listé des relais supplémentaires pour diffuser les informations. Et quand on a pu rouvrir en 2021, on avait tout qui était prêt pour relancer le service avec efficacité. On a fait ce travail en sous-marin, du décalage de date, on a été sur un projet modulaire, c'est-à-dire que il y avait des sujets qui quand même pouvaient avancer, donc ça on le faisait, et puis le reste ça attendait un moment plus opportun. Et on a cherché aussi des formats de communication et d'animation pas trop engageants, pas tellement en termes de temps, c'était pas vraiment ça le souci, c'était surtout en termes de respect des règles sanitaires. Donc au lieu de faire des animations en présentiel, quand on était tous derrière des masques, on a travaillé des éléments de communication en ligne, des supports papier individuels un petit peu sympas. Par exemple, comme les gens mangeaient loin les uns des autres dans les salles de pause, on allait poser des sets de table sur lesquels il y avait notre communication et des petits jeux à faire. Et on a aussi fait du lobbying externe cette fois-ci sur le fait que le covoiturage s'était autorisé entre les vagues du Covid et même pendant les vagues quand on était obligé d'aller au travail, que même c'était pas dangereux si on respectait les consignes, et beaucoup moins dangereux peut-être même que prendre les transports en commun, même si, bon, c'est pas prouvé que les transports en commun étaient un haut lieu de contamination, mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, il y a eu cette partie de lobbying aussi pour dire si, vous inquiétez pas, vous avez le droit de covoiturer. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Pour vous montrer que peut-être des fois c'est pas le bon moment, mais qu'on n'est pas obligé de rien faire pour autant. Moi c'est vraiment ma vision des choses, c'est ok bien sûr on peut pas toujours être hyper ambitieux dans nos projets parce que les contraintes budgétaires, fonctionnelles, organisationnelles de l'entreprise elles existent, mais c'est pas une raison pour rien faire. Et donc je pousserai toujours les personnes à faire au moins un minimum. Donc je vais vous récapituler les 7 techniques qui peuvent vous aider à agir même quand on vous dit que ce n'est pas le moment ou que ce n'est pas prioritaire ou que c'est vous qui vous dites ça et que ça vous empêche d'agir. Ce sont le travail en sous-marin en parallèle, l'expérimentation, projet modulaire, le décalage de date où on en profite de cette avance pour être encore plus efficace après, le mode dégradé, trouver de l'aide à l'extérieur, proposer un format pas trop engageant pour les équipes et enfin le lobbying. Vous pouvez même croiser certaines de ces techniques. Voilà, c'était les conseils que j'avais pour vous pour savoir répliquer à ces phrases « c'est pas le bon moment, c'est pas prioritaire ». Est-ce que c'est une opposition que vous vous mettez vous-même ou qu'on vous a déjà dit ? Si oui, venez me raconter, moi ça m'intéresse d'avoir vos retours et de regarder si d'ailleurs ces techniques, elles auraient pu fonctionner ou pas. Donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn sous Cassandre Joly ou par email cassandre@écoloauboulot.fr. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!